Rejoindre notre club de lecture, c'est bien plus juste lire. C'est vivre une expérience collective autour des livres. Au rendez-vous des mots, nous croyons fermement que la lecture est bien plus qu'une simple activité individuelle. C'est un voyage collectif, une aventure partagée entre passionnés du livre. Alors, bienvenue au rendez-vous des mots, qui est notre club de lecture où des amateurs et des passionnés se rencontrent pour parler de littérature, pour parler du livre, pour faire des lectures communes et des ateliers par la suite. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation en tant qu'auteur gabonais confirmé et aussi en tant qu'éditeur. Et L'étreinte du pardon n'est pas la première œuvre à tes cordes, donc merci beaucoup. Mais en un mot, qui est Omer Tougou pour lancer la discussion, nous parler de qui tu es, l'amour de la littérature et de l'écriture surtout. À quel moment ça a démarré? Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Merci aussi pour l'invitation. Alors, Omer Tougou, qui suis, ça pourrait prendre toute une émission, donc je vais essayer de faire vraiment court. Je suis bien sûr gabonais. Je viens d'une famille d'écrivains. Déjà, le patriarche de ma famille nous a tous initiés à l'écriture. Il s'appelait Tirandongotum, il écrivait l'Onvet. Donc, il m'a initié à l'écriture d'Onvet. D'ailleurs, j'ai écrit 2 tomes sur l'Onvet. Mon père, qui était donc son petit frère direct, ne passait pas un jour sans livre. C'est quelqu'un qui était vraiment la pièce la plus importante de notre maison, ça a toujours été la bibliothèque. Je n'ai pas de préférence de lecture, donc je suis passé du roman aux nouvelles, aux livres d'histoire, mais vraiment de façon assez naturelle. Et je ne me vois pas passer une journée sans regarder un livre quel qu'il soit. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre de mes loisirs. Je suis par ailleurs un spécialiste de l'environnement. Je travaille dans le domaine de la protection de l'environnement, particulièrement des parcs nationaux, ce qui donne un peu une touche environnementale à mon regard sur la vie, parce que je considère que la nature telle qu'elle nous a été révélée par Dieu est quelque chose qu'on doit protéger avec le moins de perturbations possible. C'est ça d'ailleurs la définition même d'une aire protégée. Parce que j'ai passé 10 ans à travailler sur le VET. Une fois que j'ai écrit les 2 tomes, j'ai abandonné ce champ d'écriture parce que c'est très contraignant, c'est difficile et c'est une voix porteuse. Je veux pas être porte-parole de tout ça. Avec donc des amis, on a commencé à monter, je pense que c'était la période du Covid, hein? On a commencé à monter des petits clubs, toujours avec l'idée, Project Dawn, avec tout le petit groupe du club Lire, là. On s'est retrouvés donc à souvent se regrouper pour monter des histoires, pour monter des nouvelles, pour lire et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans la nouvelle. On a fait quelques recueils. Puis, j'ai fait un recueil de petites nouvelles que j'ai intitulé Nos Gabonitudes préférées. Après, je me suis rendu compte que bon, peut-être en annexe, je pouvais trouver ma voix dans cela. On a monté donc Symphonia Édition, qui est une maison d'édition très petite mais très prenante. Et j'arrive au roman, j'arrive donc dans ce roman-là qui nous réunit aujourd'hui, avec toute cette richesse. Et je me suis lancé là-dedans comme une aventure. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que je me suis lancé là-dedans comme une aventure, et puis l'aventure, pour moi, a été porteuse. Donc, c'est comme un accouchement. Une fois que c'est là, on ne le contrôle plus. C'est-à-dire l'enfant qui est né ne nous appartient plus. Il appartient maintenant à la vie dans toute sa complexité. Nos Gabonitudes préférées et puis les aventures de Moussavou, tout ça, c'était à une période où on était très confinés, on ne sortait pas de chez nous. C'était les périodes Covid un peu. On était très confinés, donc on avait le temps.
On nous empêchait même d'aller au travail, souvenez-vous. On avait beaucoup de temps et la vie était devenue presque virtuelle. Et moi, je maintenais cette flamme-là sur ma page Facebook. Je publiais des histoires, des bouts d'histoires qui me semblaient, ça me semblait anodin au départ, mais je me suis rendu compte que ça prenait. Et j'ai continué, j'ai continué. Il y en a beaucoup que j'ai pas achevé parce que il faut pas non plus tout donner de façon gratuite. J'ai consigné tout ça. Quand le travail est revenu dans sa pleine mesure, ça a été difficile après de consacrer du temps de nouveau, je veux dire en plein temps quoi, de nouveau à l'écriture parce que l'écriture est une activité prenante et c'est une activité égoïste. L'écriture c'est comme une ou un partenaire, c'est-à-dire que ça exige, c'est une activité qui est jalouse, elle exige tout votre temps. Elle exige vraiment que vous consacriez à elle en y laissant toute votre énergie. Parfois, quand on lève la tête, il est 6 heures du matin, alors qu'on doit aller au boulot à 7 heures, ça devenait... et donc, j'ai un peu mis ça entre parenthèses. Et puis, je me suis dit, parce que, en plus, l'écriture humoristique a des exigences qui sont au-delà de la simple écriture traditionnelle. Faire rire les autres, c'est une activité qui n'est pas risible du tout. C'est très contraignant. Et donc, ça exige des codes, un langage suggestif. Ça exige donc tellement, ça me prenait tellement de temps que quand malheureusement j'ai suspendu cela, les jours, puis les semaines, puis les mois sont passés et je me suis rendu compte en réalité, c'est vrai que j'ai ce tas de mots qui est là, parce que je n'arrête pas d'écrire. J'écris toujours, mais pour que ça arrive à vos yeux, à vos oreilles, c'est un travail que je n'ai pas encore fait. Et là, on a eu beaucoup de projets. Ce que l'Ovi Ocean a vu en Zayon. On a Boupenza n'était pas hors jeu, oui, qui est devenu un recueil de nouvelles très populaire, oui, populaire. Et on a tout ce jour en Boloville. Mais il reste cette cassure là, ce vide, Omer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce projet? Oui, bon. C'est une dynamique quand même, c'est vrai, c'est une dynamique qu'on a un peu suspendu parce que derrière la sortie de ces ouvrages, il y avait un groupe. Et c'était un groupe qui se réunissait régulièrement. On se retrouvait régulièrement, principalement chez moi, parfois chez Tanguy, parfois chez Rodrigue. Et puis, il faut dire que c'était un groupe qui n'était pas mené par moi, mais c'était mené par Rodrigue. Quand je dis Rodrigue, je parle de Rodrigue Ndong. Et Rodrigue Ndong, il a un schéma dans lequel s'inscrivent la plupart des textes qu'il sort. C'est un schéma. Ce schéma commence généralement par un bouillon de poisson quelque part, et puis on se retrouve à boire quelques bières ailleurs, et dans ce micmac-là, on sort une idée. Moloville s'est sorti comme ça. On sort une idée, et moi, je suis celui qui met l'idée en forme. Et c'est comme ça qu'on a commencé sur ce que le chien a vu en Zarayon, comme ça pour nous amuser. On s'est rendu compte que ça a pris. Puis on a fait Moloville parce que on avait dit ce qui se passe à Libreville. Bon, Libreville, c'était trop marqué. On est allé chercher un autre titre. On a trouvé Mbolo qui est quand même quelque chose qui nous réunit tous. Donc Mboloville, c'était prévu qu'on ait des suites à ces textes-là. Et puis, bien sûr, vous le rappelez tout à l'heure, il y a eu Boupenza, qui n'a jamais été hors jeu, on est bien d'accord là-dessus, et qui reste dans nos mémoires comme une étoile filante. Et ceux qui ont participé à ce projet savent que dans le livre, on avait 3 consignes. 1, on ne parle pas de Boupenza. 2, on ne parle pas de football. Et 3, on ne parle pas de ce qui s'est passé au stade ce jour-là. Donc, c'était un livre sur l'injustice de façon générale. Et ça a également pris. Aujourd'hui, il suffirait qu'il y ait un modérateur
quelques écrivains, par exemple ceux qui sont là sur la table, quelques règles d'écriture, un temps d'écriture, c'est comme ça qu'on travaille. Un temps d'écriture, et puis nous on recueille tout ça là, on fait sortir. C'est comme ça qu'on travaille généralement. Bon, les modératrices qu'on avait, donc Daniela et l'Orchidée Moulin, elles sont parties dans leurs choses. Moi, je me suis retrouvé acculé dans mon travail. Et les autres collègues, pareil. Donc, un moment, une fois que la toile s'est un peu disloquée, on n'a pas eu la présence d'esprit de ramener le groupe. C'est juste ça. Et si ce club peut travailler sur cette méthodologie-là, nous, on est prêts à publier. On n'a pas de problème. Voilà. Par curiosité, est-ce que votre inspiration par genre, elle est plutôt saisonnière? Parce que là, par rapport à votre présentation, je constate qu'il y a eu le MVET, ensuite il y a eu les nouvelles, et là, vous essayez au roman. Sinon, on va dire, bon, vous vous lancez dans le roman. Est-ce que vous n'avez pas pensé, bon, 2024, 2025, je me mets uniquement dans le roman parce que c'est ce que j'ai, c'est ce à quoi je pense, c'est ce qui m'inspire, c'est ça mon quotidien et ainsi de suite. J'ai vraiment pas du temps pour pouvoir me lancer vraiment dans la nouvelle qui est plus contraignante et ainsi de suite. Est-ce que vraiment c'est saisonnier ou c'est un choix tout simplement de votre part? La question est intéressante. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je considère que la littérature est un champ d'exploration. Et moi, j'y vais par... je peux commencer un roman là tout de suite, je le suspends. Et puis, une idée de nouvelle arrive. J'y vais, je consacre tout mon temps, donc j'oublie le roman sur lequel j'étais. Celui-là m'a bien trituré l'esprit pendant pratiquement une année. Ah ouais. Oui, je l'ai abandonné. C'était même pas ça le titre. Bon, on va en parler plus tard. J'ai une idée de nouvelle. Moi, je pars toujours d'idées. Parfois, et même ça, c'était une nouvelle d'ailleurs que je voulais très courte et puis tout d'un coup, ça s'est étendu. Donc, j'ai dû tout reconfigurer pour en faire véritablement un roman. Je fonctionne par inspiration et par intuition. Et j'ai toujours envie de rédiger des choses qui sont dans le quotidien, mais que parfois les gens ne voient pas ou que les gens banalisent. C'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de rédiger des choses extraordinaires. Ça ne m'intéresse pas de faire un roman sur les extraterrestres ou bien des histoires très très compliquées. Non, je veux écrire des choses dans lesquelles les gens se retrouvent. Et si vous lisez la plupart des nouvelles que je rédige ou que j'ai fait publier, c'est souvent des choses du quotidien, des choses banales sur lesquelles on passe, parfois humoristiques, bien sûr, très rarement dramatiques, parce que j'estime qu'on prend un livre, un lecteur achète un livre pour passer un bon moment. Et on a tellement besoin de bonnes nouvelles ces temps-ci qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Donc, je fonctionne à l'intuition. Je ne me donne pas une catégorie. Je ne pensais pas venir au roman parce que c'est long, le roman. C'est très long. J'ai été horrifié quand j'étais en terminale de lire Germinal. Vous avez vu l'épaisseur de ce livre-là? Ça m'a, le langage courant, c'est dire ça m'a gazé. Et ça m'a complètement, la Maheude et tout ça, là, ça m'a complètement épuisé et je ne pensais pas venir vers le roman. C'est pour ça que je ne peux pas m'amuser à faire un roman qui soit très, très épais. Je veux quelque chose qu'on consomme dans un avion, d'un trajet à un autre, ou sur la route quand vous êtes dans le bus, etc. Et quand vous sortez de là, vous avez passé un bon moment. Mais ancré encore une fois dans notre culture, dans notre vie au quotidien, parce qu'on doit parler de nous. On parle, le roman est vrai quand il parle de soi, dans une certaine mesure. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Peut-être, je voulais aussi profiter. D'où vous vient l'inspiration de l'étreinte du pardon? En tant que, bien sûr, d'où vous vient cette inspiration? Ah! Alors,
Ça, c'est une grande question parce que les inspirations sur ce livre-là sont multiples. Elles sont vraiment multiples. C'est parti d'une histoire que m'a racontée une de mes sœurs qui a vécu l'accident dramatique de son fils et qui l'a sublimé. Et ensuite, je me suis retrouvé avec des amis, on causait, et puis nous sommes dans une période de notre pays où la question du pardon est une question qui est présente. D'accord? C'est une question politique aujourd'hui. Et j'avais à cœur d'explorer les situations où le pardon peut être impossible à réaliser, mais dans la vie quotidienne de façon très simple. C'est pour cela que je suis allé chercher une situation où le pardon est confronté à la vérité. Vous voyez? Une situation où la nécessité de pardonner, la nécessité de trouver la vérité s'affrontaient véritablement. Vous avez vu qu'à la fin, je n'ai même pas choisi. Dire que la fin est laissée au lecteur, si vous regardez bien. On a l'impression qu'elle ne pardonne pas, et puis après, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que elle a donné à l'enfant le prénom de quelqu'un. On ne peut pas donner à un enfant le prénom de quelqu'un qu'on ne veut pas pardonner, à qui on ne veut pas accorder le pardon. Donc, la question du pardon est complexe parce que il n'y a pas de pardon sans amour. Il faut aimer pour pardonner. Il faut que l'amour soit sublimé pour accorder le pardon. Et pour moi, ça a été une question également théologique. Hein. Il faut le comprendre parce que on ne peut pas recevoir soi-même le pardon si on ne pardonne pas aux autres. Ce que dit la Bible, hein, que si on veut pardonner, il faut d'abord commencer. C'est quoi la phrase? Pardonnez-leur, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, n'est-ce pas? Il y a une parole dans le livre de Matthieu où il est dit que si tu veux faire une offrande au Seigneur et que tu sais que tu as offensé ton voisin, va d'abord régler ton problème et ensuite viens faire ton offrande. Donc on ne reçoit rien du Seigneur si on ne reçoit pas le pardon du Seigneur si nous-mêmes on n'est pas capable de pardonner auparavant. Donc c'est une question tragique, celle du pardon. Il faut transcender la haine, il faut transcender l'amour. Mais la société ne fonctionne pas sur le pardon. La société fonctionne sur la vérité. Et la vérité n'a pas de sentiment, elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de vous. La vérité, c'est la résolution des faits. D'accord? Et à partir de ce moment-là, quand la vérité est confrontée à la nécessité de pardonner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je voulais explorer cette question. Il fallait mettre des gens en scène. Et vous avez vu d'ailleurs que je n'ai pas basé le livre sur l'enquête policière. L'enquête policière a même été oubliée à un moment. C'était la vie des gens qui m'intéressait d'abord. Donc, je suis rentré pour me concentrer sur l'essentiel, qui est que cette femme traverse un moment de sa vie où elle va d'un état d'esprit qui remplit son cœur de haine à un autre état d'esprit où cette haine-là doit soit être justifiée, d'accord, par la vérité. Donc, soit être justifiée, soit être sublimée. Parce que la haine ne peut pas rester contenue. Il faut soit qu'elle soit justifiée pour faire donc justice au premier mari, ou qu'elle soit sublimée pour faire justice au second mari. Rassurez-vous, je suis passé par 5 ou 6 propositions de fin où, bon, vraiment, vous alliez sauter de joie, mais bon, je me suis dit, je laisse cette ouverte. Faire de l'étreinte du pardon est une œuvre tout d'abord très captivante parce que lorsque j'ai commencé à la lire, j'ai vraiment apprécié, on va dire, le style et dès le départ, on nous présente une scène donc de Pierre qui meurt accidentellement. Omer. Bon, moi j'aimerais savoir par rapport à la première de couverture. Oui. Je vois l'étreinte du pardon.
le E est en majuscule. Mhm. J'aimerais savoir l'étreinte dont il est question fait référence à une grande étreinte ou une petite étreinte. J'aimerais savoir en fait comment vous percevez l'étreinte du pardon dans le roman. Alors, j'ai mis un E majuscule à l'étreinte, et comme vous l'avez bien relevé, c'était intentionnel. D'accord? Parce que il y a des choses qui nous étreignent, c'est-à-dire qui nous enferment, qui nous enserrent. La nature de la vie, veut que la question du pardon, ça soit l'une des questions parfois les plus injustes de l'univers dans les relations humaines. Voici quelqu'un qui rentre là. J'avais posé, vous savez, les idées vers lesquelles je suis parti quand j'ai écrit ce livre-là, elles me viennent de très loin. Et je causais un jour, il y a maintenant 30 ans, avec mon père au salon. Et mon père me posait une question. Il me dit, bon, nous sommes tous là assis. Toi, tu n'es pas là. Je suis là avec ta mère, tes frères, tes sœurs. On regarde la télé. Un monsieur arrive. Il charge son arme. Il tire sur nous tous. Et puis, il dépose son arme. Il suit la télévision. Et toi, tu viens après. Qu'est-ce que tu fais? Ce que mon cœur me dit de faire, c'est de prendre le fusil, de tirer sur lui. Ce que la loi me demande de faire, me commande de faire, c'est d'aller vers la justice, donc d'appeler la police, de le mettre en prison. Une fois que justice est faite, je dois pardonner. C'est-à-dire que lui, il doit vivre. Je n'ai pas le droit de lui ôter la vie. D'accord? La question du pardon est parfois une question injuste parce qu'on vous demande de sublimer la douleur, de dépasser la douleur, pour que celui qui a fait du mal puisse trouver, lui, la rédemption. Et que vous aussi, vous puissiez trouver la rédemption. C'est une étreinte. C'est un corps à corps. C'est une bataille. On trouve ça dans la vie quotidienne. Vous vivez avec un homme, vous êtes marié à lui, et puis il vous trompe. Et vous savez qu'il vous trompe. Et vous allez voir votre mère qui vous dit non, tu as été doté. Hein. Donc, comme tu as été doté, ben, c'est ton mari. Il faut pardonner. Vous entendez ça tous les jours. Il faut pardonner. L'inverse aussi est possible. Le monsieur sait que sa femme le trompe. Elle est mariée, ils sont mariés. Il l'aime. On ne pardonne pas s'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas trouver une situation où on pardonne sans amour. C'est-à-dire que vous êtes obligé de pousser l'amour à un niveau qui rend le pardon possible. Et c'est ça qu'elle vit, cette femme-là. C'est-à-dire qu'elle rencontre l'amour qu'elle pensait ne plus pouvoir rencontrer. Elle pensait que c'était impossible. C'est-à-dire qu'elle avait vécu avec un homme qui était l'homme de sa vie. Et qui, injustement, lui donne un alibi pour sublimer. D'abord pour rencontrer de nouveau l'amour, pour comprendre que c'est possible, mais pour sublimer la colère et aller vers le pardon. C'est une étreinte, c'est un corps à corps. Je suis très heureuse de mettre enfin un visage sur la personne qui m'a fait passer par toutes les émotions. L'amour, la haine, la colère. Je veux dire, j'étais emportée par toutes les émotions. J'étais dans tous mes états. En lisant ça? Oui, en lisant ça. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je pense que je vais commencer par la première qui m'a quand même fait beaucoup réfléchir. On commence la scène avec une pluie. Et à chaque fois qu'il y avait des grands moments, on va dire... Il pleut. Voilà, il pleut. C'est quoi véritablement la signification de la pluie? C'est quoi? Expliquez-moi, parce que j'aimerais savoir, c'était pourquoi. Il pleut dans la ville comme il pleut dans mon cœur. Je ne sais plus qui a écrit ça. C'est-à-dire que... Verlaine, voilà. Il pleut dans la ville comme il pleut dans mon cœur. Quand j'aime des phrases comme ça, mon cœur saigne. Remarquez aussi que quand elle est triste, la ville est triste.
Quand elle est joyeuse, la ville est joyeuse. En fait, l'extérieur est toujours, quand on vit, l'extérieur est toujours à l'image de nos propres émotions. Ce que je souhaitais d'abord, c'est que vous regardiez le monde par les yeux des acteurs, des différents acteurs, principalement d'Esmeralda. Le monde ne peut pas être joyeux quand elle est triste. Ce n'est pas possible. Et je vous assure que même quand il fait un beau soleil, si vous êtes triste, il pleut. Même si personne ne voit cette pluie-là, il pleut parce que votre cœur saigne. Vous imaginez, allez un peu dans les à Kasebga ou dans les maisons de deuil quand on vient de perdre quelqu'un. Vous avez l'impression, même quand il y a du soleil, qu'il pleut. Les gens sont tristes, les gens se jettent par terre, les gens pleurent partout. Le monde est toujours à l'image de ce qu'on en fait. Et ce sont les économistes qui ont compris cela. Les économistes disent que le monde n'est pas donné, c'est nous qui le transformons. Aujourd'hui, vous êtes étudiant, aujourd'hui, vous préparez l'avenir. Vous êtes en train de préparer le monde dans lequel vous allez vivre plus tard. Et ce monde-là sera à l'image de vos propres émotions. La preuve, c'est que il y a un moment dans la vie où on vit dans la maison de quelqu'un. C'est un parent, c'est le père, c'est etc., c'est l'oncle. Et puis, on finit par construire sa propre maison. Et on fait cette maison-là à son image. Et c'est comme ça qu'on construit le monde. Donc, je ne peux pas vous transporter dans les émotions d'Esmeralda quand elle est triste et dire qu'il ne pleut pas. Il faut forcément qu'il pleuve. Je veux partir là maintenant sur le style d'abord. Je pense qu'il y en a eu trop, on l'a peut-être tous remarqué, il y en a eu trop de mêmes paroles, de mêmes mots qui revenaient à chaque fois. Vous allez voir mon livre, il est couché partout, il a du bleu, du rouge partout parce que j'essayais de compter les mots. Pourquoi avoir utilisé autant les mêmes phrases à chaque fois? Pourquoi on utilise les mêmes termes? Par exemple, leurs cœurs battent à l'unisson, je pense. Ça revient plusieurs fois. Étreinte, rédemption, abysse. Pourquoi? Il y a des paragraphes même où on a l'impression de lire la même chose. Alors, Rodrigue appelle ça pas des tics. Hein? Il appelle ça des tics d'écriture. Moi, j'utilise une technique d'écriture qui est que la première chose que je veux faire, la chose la plus fondamentale que je veux faire, c'est de vous coller des images à l'esprit. D'accord? Si je vous colle trop d'images, bon, j'ai fait un master de psychologie, au passage, de psychologie clinique. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les compulsions de répétition. C'était le thème de mon master à l'hôpital des fous de Mélène. La compulsion de répétition, c'est que le fou, enfin, résumé fou, il vous parle, il répète la même chose, il s'en rend pas compte. D'accord? Il répète la même chose. Quand dans les techniques d'apprentissage de l'écriture et de la lecture, on dit que l'écriture, ça se fait par essai et erreur. C'est la répétition qui imprime des images. Donc, j'écrivais un roman, je n'écrivais pas une nouvelle. Dans une nouvelle, on ne voit pas ce type d'écriture parce que c'est très concentré. D'accord? C'est mon premier roman, je sortais de la nouvelle et j'ai commis l'erreur impardonnable de ne pas faire lire mon manuscrit par 3 ou 4 pairs qui m'auraient signalé c'est bien d'écriture. Parce qu'on a déjà corrigé tout ça, dans la version qui est publiée maintenant, avec la sagacité de Rodrigue, on a enlevé un peu ces tics-là. Mais dans les premières versions que j'ai fait venir et que elle m'a arraché, il y a en effet, vous savez, l'écriture, c'est, je dis souvent que l'écrivain pond un porc épic. Le porc épic, pour ceux qui mangent la viande de veau, c'est l'animal qui a la chair la plus succulente. Mais pour aller manger cette chair-là, il faut enlever les épines, une à une. Et puis, il faut découper le porc épic de telle sorte que la bile ne se déverse pas. Ce sont les deux conditions. Donc, l'écrivain, son rôle, c'est de sortir le texte. Mais ce texte a des impuretés.
Et la leçon, en effet, du livre que vous venez de relever, c'est que l'écrivain doit avoir le courage de faire lire son texte à des pairs. Et ce sont eux qui ramènent ces petites épines qui ont persisté en disant que, ben, il y a une compulsion de répétition que tu fais parce que tu veux tellement imprimer l'image dans l'esprit du lecteur de tu veux tellement imprimer une image précise dans l'esprit du lecteur que tu t'y prends trop de fois. D'accord? Et je m'y suis pris trop de fois. Il y a une partie dans le texte. En fait, bon, j'ai vraiment eu mal au cœur. J'ai eu mal. J'étais pleine de colère. Aïe! Parce que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi, après être sortie de, comment on appelle ça, du confessionnal, Oui. Esmeralda, quand elle sort de là, bon, elle s'est confessée. Normalement, après avoir discuté avec le prêtre, elle est censée être libérée. Donc, elle sort, voilà, elle s'en va avec toutes les idées dans la tête. Et après, Léandre arrive, lui aussi, il vient se confesser. Quand il prend la parole et tout, le prêtre se rend compte que c'est son beau-frère. Il s'emballe. Je pense quand il dit, finalement, j'ai tué quelqu'un, que le prêtre se ressaisit. J'ai tué un homme, voilà, que le prêtre se ressaisit. Il prend maintenant le temps de l'écouter. Mais au sortir de là, je sais pas comment vous avez fait, vous avez tout fait pour faire en sorte que Léandre et Esmeralda ne se rencontrent plus. Mais oui, il fallait qu'ils ne se rencontrent plus. En fait, s'ils s'étaient rencontrés, je pense quand même que, voilà. En fait, j'aurais voulu. Oui. Je voulais la confrontation entre les deux. Ah, la confrontation avant la prison. Oui, parce que là, on a l'impression, elle nourrit sa haine. Lui, de son côté, il cherche à rencontrer Esmeralda. En tout cas, vous avez tellement bien mené la danse qu'on a vraiment ressenti toutes ces émotions-là. Il y a 3-4 questions importantes que tu poses dans ton exposé là. Et si tu continues à parler, je vais les rater parce que je n'ai pas noté. Il y a le fait qu'ils auraient pu se rencontrer aussi la nuit de l'accident. Oui. Hein? Donc, et puis le livre serait terminé déjà à la préface. Donc, il fallait mener une intrigue. Et mener l'intrigue, c'était faire en sorte que le suspense dure le plus longtemps possible. Et l'enjeu, en effet, c'était de te mettre en colère. Vous avez réussi. Parce que je vous ai bien dit que j'ai enlevé trois chapitres. Ces 3 chapitres-là, c'était la confrontation. Jusqu'à ce que Léandre se rende compte que mais la femme avec laquelle je dors là, c'est la femme du type que j'ai tué. Mais elle l'aurait paralysé. Elle l'aurait paralysé sur son lit. Quand je dis paralysé, c'est physique, hein, avec un poison. Elle le paralysait là. J'étais moi-même dans une telle haine, dans une telle colère que je partais vers ça. Et je me suis rendu compte que non, je ne faisais plus un livre, je faisais maintenant, c'était devenu, comment on appelle ça, un fusil chargé. C'était devenu un fusil que j'étais en train de charger. En plus, je l'ai appelée Esmeralda parce que j'ai une fille qui s'appelle Esmeralda. Et de toutes mes filles, c'est la plus droite. Elle n'est pas au Gabon, elle termine ses études. C'est la plus droite de mes filles. Et elle a un peu le caractère de cette dame. Et je ne voulais pas donner à ma fille l'intuition qu'elle est capable, elle, de tuer quelqu'un comme ça. Sinon, on ne serait plus dans le pardon. Au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était l'étreinte du destin. C'est ça le titre. Parce que généralement, on conseille de choisir le titre à la fin de l'écriture. Parce que vous ne savez pas où l'écriture va vous mener.
j'avais mis un titre, j'ai mis les traînes du destin, et puis j'ai fouillé un jour sur Facebook, sur Internet, j'ai mis que ce titre est déjà pris. Donc, il me fallait trouver un autre titre, et c'est là où je me suis rendu compte que la question du pardon, elle est violente. On ne se rencontre pas dans le pardon. C'est-à-dire que vous ne pardonnez pas à quelqu'un parce que c'est or qu'il est. Non, vous pardonnez parce que c'est un être humain. La question du pardon est grave. Donc, vous voyez que... Alors, la deuxième question que tu poses incidemment, c'est... Mais là, moi, c'est une question que je vous pose. Je n'ai pas résolu la question. En fait, j'ai donné une réponse. J'ai donné une réponse qui est une non-réponse. Comment, après être passé par chez le prêtre, on ne pardonne pas. On ne se pardonne même pas. Elle est même allée jusqu'à toucher l'eau bénite, puis elle est sortie. Sauf que quand elle est sortie, elle était encore tellement ébranlée qu'elle a marché de Nkembo jusqu'au charbonnage. Elle a marché. Et en marchant, elle passe devant la clinique où son enfant est mort. Je ne crois pas, je vous assure, hein, je ne crois pas que... moi, je suis catholique, hein, mais je ne crois pas que c'est en allant au confessionnal qu'on vide son esprit et puis tout d'un coup, bon, maintenant tout est bien dans le meilleur des mondes. La vie est plus cruelle que ça. Je pense que le travail du pardon, c'est un travail intérieur. Le prêtre est allé très loin avec elle sur ressortir tout ce que vous avez. Ils ont fait une prière et tout ça là. Pour écrire cette prière-là, je suis allé lire une partie de la Bible pour chercher vraiment les mots qui inspirent. D'accord? Finalement, cette histoire, c'est un peu dans cette étreinte-là, c'est un peu fort. Et je me suis dit aussi, est-ce que la nature a voulu rétablir cette chose? Parce que les choses sont tellement poussées. Pourquoi forcément Esmeralda rencontrer Léon? Il fallait bien une intrigue. Est-ce que d'abord vous estimez, vous qui êtes là, que ce livre mérite d'être lu? Bravo. Parce qu'on n'écrit pas pour soi-même. Et si on ne peut pas atteindre l'âme d'un lecteur, ça ne sert à rien d'écrire. Ah, ben pour me faire plaisir peut-être. Alors, pour répondre à parce que la question des traites revient beaucoup. Je ne voulais pas présenter une Esmeralda angélique au début et après presque criminelle à la fin. Parce que vous sentez bien. Hein? Ça arrive. Ça arrive. Parce que bon, Ndiayo et Fab et moi, on sort de la même école, n'est-ce pas? Hein? C'est la même école, l'école du Covid, là. Et donc, vous sentez bien quand et tu l'as bien relevé, quand elle est au commissariat et qu'elle se fait interroger par le lieutenant, on sent comme elle résiste. Et quand elle résiste, là, elle prépare, elle échafaude son plan. Elle se dit, non, pourquoi je vais le livrer ici? Moi, je vais lui régler son compte. Le pardon nécessite-t-il nécessairement l'oubli? Non, on ne peut pas oublier. Mais le pardon, et je suis avec vous parce que je n'ai pas résolu la question. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas pardon. Le pardon nécessite l'amour. Pas nécessairement l'amour pour la personne à qui vous accordez le pardon. Mais ça nécessite que vous ayez une attitude de compassion, même de façon générale seulement, en disant que c'est rien et tout ça. Attendez. Esmeralda, elle a perdu son enfant. Elle a d'abord perdu son enfant. Puis elle perd son mari. Puis elle passe 4 années à mener une enquête. La police dit, il n'y a rien. C'est que il n'y a rien à voir. On ne sait pas qui elle est. Et elle se rend compte que le monsieur qu'elle cherche très loin, elle dort avec lui. C'est ça le plus difficile. Elle dort avec le meurtrier de son mari. Il l'a touché. Il l'a touché. D'accord? Bon.
Vous pensez qu'en un an, on va pardonner? Attendez, quand même, soyons humains. Je n'ai pas fait une super héroïne hein, qui est extraterrestre. Celle que je décris là, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Là, vous, ça aurait été pire. Parce que vous lui demandez à elle de pardonner à votre place. Lorsqu'elle est allée en prison, qu'elle ne lui a pas dit qu'elle était enceinte et tout, moi je me dis que comme elle ne pouvait pas avoir sa vengeance, je pense que c'était une manière pour elle d'avoir ça, voilà, de mettre son petit coup, quoi. Elle n'a rien dit sur la grossesse, elle a dit qu'elle ne pardonnait pas, alors que peut-être qu'elle était dans le processus de pardon, mais qu'elle n'était pas arrivée là-bas. Voilà. C'est-à-dire que c'était dans sa manière de... Est-ce que c'est la duplicité des femmes? Voilà. Bon, moi je parle en tant que littéraire d'abord. Je disais que l'auteur ne va pas toujours écrire pour satisfaire les lecteurs. L'auteur écrit selon ce qui vient. Je le dis pourquoi? Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore terminé d'écrire un roman que je suis en train de... Je suis encore dans les jets. Mais lorsque tu écris, à un moment donné, les auteurs vont me témoigner, tu ne te contrôles plus. Donc tu écris simplement ce qui te vient à l'esprit. En fait, c'est comme si tu es rentré dans ton propre jeu. Comme si tu rentrais dans un autre jeu et tu es en train d'écrire, tu es en transe. Donc, quand il ne faut pas qu'on s'attende toujours à ce que l'auteur nous fasse plaisir. Parce que si l'auteur écrit pour faire plaisir, il va rater son objectif. L'objectif, c'est pas d'écrire et de faire plaisir. L'objectif, c'est de lire ce qui nous vient. C'est l'imaginaire de l'auteur que l'auteur retranscrit dans le texte. Et nous sommes là pour lire, pour apprécier, pour critiquer l'œuvre de l'auteur, pour donner de la hauteur à un texte. Parce que je pense que tout texte mérite d'avoir une hauteur. Et j'ai souvent l'habitude de signifier, lorsque je vais souvent dans les rencontres là où il y a des auteurs, pour dire que le véritable problème au Gabon, c'est qu'on ne valorise pas le livre. On ne valorise pas le livre. Si le livre était valorisé au Gabon, mais une œuvre comme ça, c'est vrai qu'il y a des œuvres qui méritent d'être primées, mais au Gabon, il n'y a pas ça. Donc, souvent, arrêtons d'avoir l'idée que quand on lit un texte, l'auteur doit forcer. Vous voyez que si l'auteur renvoie des effets sur vous, par exemple, quand elle parlait de Léon, elle prenait la part de Léon, mais c'est justement là où ressort la beauté du texte. C'est là où ressort la magie du texte. Si un texte n'a pas d'effet sur toi, c'est qu'il n'y a pas de magie dans ce texte. Alors, pour revenir à notre étreinte du pardon, moi j'ai rigolé, hein, j'ai vraiment... j'ai passé toute la lecture à rigoler. Et pourquoi? À cause des deux là, justement. Léandre et Esmeralda. Alors, moi, dès le départ, j'ai senti que c'est un roman, mais c'est vraiment bien compté, c'est vrai, et avec la description, le souci de la description. Mais oh là là, c'est sublime. Il faudra nous faire comment on appelle, un document, un roman documentaire, par exemple, avec la photo, la description du lieu. Je me suis retrouvée dans le jardin de la Pairie. À l'époque, oui, nous on a visité ça. Moi, j'ai connu les vrais jardins. Les parents nous emmenaient. Les parents nous emmenaient, en effet. Oui. C'était les jardins de la Pairie, le périmètre, il y avait des jeux à l'intérieur. Il y avait des comment on appelle ça, des grands manèges. Super. Il y avait des lamentins, on faisait du roller et tout. Ça pourrait être un projet d'écriture. Depuis Estéfo, vous voyez, depuis Estéfo jusqu'au jardin de la Pairie, c'était le Central Park. Ah oui, c'était un parc urbain. Et il y avait un vieux coq qui chantait. Il y avait un vieux coq là, voilà. C'est pourquoi on dit toujours Cocorico, le vieux coq de la Pairie. Voilà. Oui. Alors, ce qui m'a captivé dès le départ, oui, la pluie, mais c'est l'électricité. Ah, là, j'ai senti que ce roman est électrique. Parce que de bout en bout, on est dans des rencontres électrifiées, électriques, embrasement. Mais vraiment, le champ lexical était bien choisi. Et on sent que c'était trop électrique au départ, avec déjà bien, parce que 2 ans après, oui, la naissance de l'enfant, hein, Daniel Pierre, il y a la mort qui survient. Voilà. Il y avait trop d'électricité quand c'est
chaud, ça explose. Voilà, il y avait trop de chaleur entre les deux. Alors, ça a explosé, le petit est décédé. Bon, on se remet, on se redonne des forces, on intensifie encore l'électricité là. Et puis, malheureusement, des pierres qui décèdent dans un choc électrique. Absolument. Voilà. Et tout est rapidement consumé et réduit en cendres, hein, par la tragédie de la mort avec dans l'accident. Alors là, c'est l'embrasement. Donc, embrasement, cendres et l'amour qui se transforme en haine, en vengeance, parce qu'il faut qu'elle rende justice. Et c'est cette justice-là qui va nous emmener dans cette arme. Mais après, bon, à la fin, moi, j'ai dit non, c'est pas l'étreinte du pardon, c'est l'étreinte de la justice. Parce que justement, pour arriver à ce qu'elle n'avorte pas, une femme juste n'avorte pas. Une femme qui est dans les normes, mais vraiment cadrée dans les règles, elle n'avorte pas. Malgré la douleur, elle ne tue pas. Donc, elle ne peut même pas tuer les Voilà. non plus. Elle accepte la vie qui est en elle. C'est une autre douleur supplémentaire qui s'enchaîne, qui s'ajoute, mais elle prend ça comme ça parce que c'est juste. Et là, moi, je vais arriver à la question, est-ce que Esmeralda s'est pardonnée? Voilà. Bon, En réalité, c'est vous qui devez répondre. Voilà, pour arriver au pardon, oui, en fait, on est là maintenant dans l'ordre de la foi. Parce que moi, je pars du principe que la foi ne se discute pas, elle se vit. Et chacun maintenant, selon sa relation avec le Créateur. À aucun moment, on ne nous dit qu'Esmeralda avait foi en Dieu, avait des moments d'intimité, de méditation. C'était une femme de science. Oui. Donc, il y a on va dire une séparation entre les scientifiques et les croyants. Mais donc, elle ne pouvait pas trouver la rédemption. Non, elle ne pouvait pas. Parce que c'est la science, c'est la justice. Donc, c'est comme ça. Je suis dans ces normes. Et bon, c'est ça. Alors, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, il fallait qu'elle entre dans ce brisement intérieur pour accepter la mort déjà de son enfant. Pourquoi l'enfant meurt? Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas suffisamment présente pour bien s'occuper de son enfant? Il y a le travail qui était parce qu'elle est une passionnée. Le monsieur meurt. Qu'est-ce qu'il faisait là, sous la pluie? Est-ce qu'ils étaient en travaux, comme ils travaillaient sur les électriques et tout ça? D'électricité, encore une fois. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Et puis, subitement, deux chocs. Deux hommes. Un homme heureux, un homme perturbé, qui choque. Et puis là, celui-là, moi, je l'ai aimé. Qui, Léandre? Léandre. Vous êtes bien assise là. Non, pas parce que il est lâche. Non, en fait, c'est pour montrer la vulnérabilité de l'être humain. Absolument. Mais vraiment, il était extrêmement vulnérable. Il avait atteint le fond de la vulnérabilité humaine. Il a aimé une femme. D'abord, il a eu une première relation. On ne sait pas trop comment ça a été géré. La femme est partie et nous, les femmes, quand on part, c'est qu'on ne trouve plus notre compte. Absolument. Passionné aussi de travail et tout ça, on met un homme brillant, c'est son boulot. Alors peut-être que la femme demandait un peu plus d'attention qu'il ne donnait pas. C'est sûr qu'il vivait bien parce que le boulot, c'est l'argent et tout ça, le bien-être. Mais elle voulait peut-être plus et puis elle dit, bon écoute, ça va, moi je suis fatiguée, je pars avec les enfants dans mon pays. Il ne sait pas comment se battre pour récupérer ça. Lui, c'est le gars du boulot, c'est le gars de la science. Il y a ça en fait. En réalité, remarquez quelqu'un qui est passionné de boulot. On dit heureux en affaires, malheureux en amour. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc lui, il se retrouve dans ça. Et pourquoi il se tourne à un moment vers les œuvres caritatives? Bon, il recherche... Il cherche une compensation. Il est perdu. Quand il rentre dans le deuxième foyer,
mais il magnifie, c'est-à-dire, il se dit, là, il retrouve celle qui va le soutenir, le porter, mais bon, Amélie est malade. Mais ouais. Mais il a là où est venu son drame profond encore, c'est que c'est le genre de personne, comment on va dire, c'est-à-dire qui focus quoi. Quand on aime quelqu'un, mais c'est ce quelqu'un-là, plus rien n'existe. Lui, il était dans ça. Il était vraiment dans ça, dans cet amour. C'est un miennet, quoi. C'est un miennet, hein? Et je pense même qu'il y a eu des petits soucis, les parents peut-être. Ouais. Mais lui, en tout cas, à fond, c'est sa femme, c'est son amour, c'est sa vie. Et puis elle tombe malade, il ne sait pas comment faire pour la ramener. Il est perturbé. Il aurait pu. Voilà. Il y a beaucoup de morts dans ce livre. Oui. Donc lui, il ne s'en sort pas du tout. Les relations humaines, il ne connaît pas. Quand il percute, il aurait pu emmener Léandre à l'hôpital et puis la dame, puisqu'il va à l'hôpital. Voilà. Bon, là, il est pris dans un dilemme. Il a dit pas maintenant, pas aujourd'hui, pas tout ça. Voilà. Parce qu'il se dit non. Le temps presse, il faut que j'aille trouver ma femme. Il peut rien en fait. Pour lui, il se dit, c'est comme quand on prend le taxi le matin là. Ah, mon frère, toi tu passes par ici alors que je suis pressé. Ici, il y a les embouteillages. Il fallait qu'on passe de l'autre côté. On se dit qu'en allant plus vite, on sera à l'heure. Mais non, le retard est déjà consommé en fait. Ouais. Donc c'est ça. Bon, moi, c'est ce qui m'a peiné avec lui. Je suis rentrée vraiment en lui. Je vois ça. Et malheureusement, il n'a plus aucun confort, support. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Et quand voilà, l'électricité encore dans la rencontre entre Esmeralda et lui. Ouais. Et deux perdus. Alors là, j'ai éclaté. Au café des âmes perdues. Deux perdus qui s'attirent. Bon. Et puis bon, il y a une magie. Genre, on se connaît, mais on ne sait pas. Mais parce que déjà, il y avait eu cette rencontre antérieure, non exprimée, non, oui, l'image était floue, et puis c'est une affaire d'esprit aussi. Oui. Et c'est bizarre ce que peut vivre un auteur. Je n'imaginais pas que je pensais à tout ça pendant qu'elle écrivait, pendant que j'écrivais. Et il y a des facettes du roman que je comprends maintenant par vos explications. Et par ce que tu viens de dire, je comprends pourquoi il s'est dégonflé devant Massala, parce que à un moment, la pression est devenue tellement forte que là, il a lâché. Quoi. Oui. C'est-à-dire, il a trop souffert. Il n'a pas su vers qui se tourner. Et là encore, on ne nous dit pas qu'il a une relation avec Dieu. C'est un scientifique, c'est le gars du boulot, c'est le gars des affaires. Parce qu'on a quand même 7 ans de relation avec Dieu. Méditation, prière, tout ce qu'on veut. Il s'est éloigné de son beau-frère qui est prêtre. Il ne pouvait pas. Il y a des personnes qui préfèrent régler leurs affaires seules. Personnes comme ça. Et puis, bon, il rencontre Esmeralda, il voit en elle, parce qu'elle a une force de caractère. Elle est très forte. Hein? Bien que brisée, mais elle a sa détermination. Et c'est le genre de personne, justement, qui attire, et puis on veut être avec ces personnes-là parce qu'on sent cette positivité-là. Et lui, il l'a ressenti dès le premier regard. Il va vers quelqu'un qui n'avait plus l'habitude d'échanger, mais là, il a cette force-là d'aller vers. Et elle aussi, oh, l'amour, voilà. Bon, c'était rigolo quand même. Et puis après, bon, le dommage, c'est que elle est restée dans sa justice. Oui, la réalité rattrape tout le monde. Elle est restée dans sa justice. Il n'y a pas eu l'empreinte, sinon la puissance de l'amour pour faire l'équilibre. Voilà, il n'y a pas eu. Et puis bon, il vit la justice, voilà, il fait la prison. Mais si elle était, si l'amour avait transcendé sa justice, sinon édulcoré peut-être sa justice, il n'aurait pas fait la prison. Parce que nous les femmes aussi, quand on ne veut pas que quelque chose arrive, on sait comment on se bat. Voilà.
Pardon. Je pense qu'on a navigué à travers ce titre-là, à travers Léandre, à travers en fait chaque personnage. Et pour moi, la vulnérabilité de l'être humain, même si c'est pas Léandre, chez moi, c'est Antoine. Parce Le prêtre. Le prêtre, Oui. celui qui est censé incarner la supériorité, il faiblit tout d'un coup devant Léandre lorsqu'il apprend que mais en fait, c'est toi qui es là et tout. Donc on a vraiment cette faiblesse-là de l'être humain à travers quelqu'un qui est censé montrer la force psychologique, la force spirituelle face à certains événements. Moi, j'ai vraiment aimé. Et le personnage que j'ai aimé, pas parce que c'est le personnage principal chez moi, c'est Esmeralda. Parce que justement, quand on a une grandeur d'esprit, le pardon peut se manifester d'une certaine manière. On ne déteste pas la personne, mais on peut souvent demander que justice soit faite. Et demander que justice soit faite, à ce moment-là, c'est parce que c'est encore fort chez elle. Elle n'a pas avorté, elle n'a pas, et on sait très bien que si on cherche à interpréter l'œuvre au-delà de ce qu'on connaît, on peut dire peut-être que plus tard, le sursis de Léandre, et ainsi de suite, elle pourra présenter l'enfant. Elle lui a donné le nom, le prénom de Léandre. Ça veut dire qu'il y a déjà une forme de pardon à travers cela, en fait. L'étreinte du pardon, en fait. C'est ça. Mais, et... L'enfant. Mais oui, oui, oui. Mais il y a aussi une question. L'enfant ira en prison. Mais tu sais, il ira voir son père en prison. Voilà, c'est ça. Et ça fait rebondir bon, mais l'action est déjà éteinte. Oui, mais il y a une question en fait qui nous est posée à tous, c'est vraiment jusqu'où on peut y aller, ou est-ce qu'on est réellement capable de pardonner? On nous a donné plusieurs situations individuelles qui remettent cette question, qui remet en fait cette question. Est-ce qu'on est réellement capable de pardonner? Parce que moi, en tant qu'homme de Dieu, je suis réellement capable de pardonner. C'est ça. Est-ce que moi, en tant que femme aimante, très amoureuse, je suis réellement capable de pardonner? Mais voilà, est-ce que moi, en tant que meurtrier, je suis réellement capable de me pardonner en tant que lâche que j'ai été? Il y a vraiment cette question-là qui revient en fait à travers. Est-ce que vous avez l'impression que Léandre se pardonne lui-même? Léandre ne sait pas comment. Si déjà elle n'a pas pu pardonner à Léandre, elle-même, elle ne sera pas en paix, elle ne sera pas pardonnée, elle ne sera pas bien vivre, elle n'aura pas une vie épanouie. Parce qu'avant de pardonner, toi-même tu te pardonnes. Mais pardonner, c'est pas oublier. C'est ces personnes qui réalisent souvent comme ça. Esmeralda donne, en donnant le prénom, c'est un pardon pour moi. Sincèrement. C'est un pardon pour moi. C'est la marque qu'elle est sur le chemin. Elle est sur le chemin en fait. Parce que quand même, cet enfant-là, elle va le regarder tous les jours, elle va l'appeler Léandre. Elle va pas choisir la paix. Moi, ce que je vois par rapport au fait qu'elle donne les deux prénoms à l'enfant, il y a un danger parce qu'il y a deux voies, deux cas, comme dit l'autre. Alors, soit elle reste dans sa justice, pour elle se dit c'est juste que l'enfant puisse porter le nom de mon mari défunt parce que le père de cet enfant, c'est lui qui a ôté l'homme que j'ai aimé, et celui-là aussi je l'aime, mais bon, au moins les deux se retrouvent dans l'enfant. Là, il y a le souci de débloquer après. C'est dangereux de faire ça. C'est vraiment dangereux. Parce que psychologiquement, cet enfant-là, quand il découvrira aussi qu'il porte le nom, le prénom, les deux prénoms de deux hommes qui ont marqué négativement, on va dire, la vie de sa mère, et on ne sait pas quelle relation elle aura avec cet enfant. Soit elle sera trop couveuse, soit elle sera trop juste. Un coup, elle sera amoureuse de l'enfant parce qu'il s'appelle Pierre, et d'un autre côté, très dur parce qu'il s'appelle Léandre. Ah oui. Voilà. Et j'espère
j'espère, ça c'est maintenant on continue, que l'amour qu'elle a porté pour le premier puisse venir transcender, sublimer. Voilà, l'amour Est-ce que tu crains qu'un jour pour le second? Est-ce que tu crains qu'un jour elle dise à l'enfant comme ça dans un accès de colère que tu es aussi fourbe que ton père? Ça peut sortir. Ça peut sortir. Et là, tout est gâché. Et là, tout est... Donc, elle doit rentrer dans un travail de... Donc, elle s'est mise dans une prison elle-même aussi. Oui. Mais Pierre, le Léandre, lui, il sait qu'il mérite ce qu'il mérite. Il mérite, il va purger sa peine. Maintenant, si réellement l'amour transcende chez Esmeralda et qu'elle réussit à se pardonner, à accepter tout ce qui est passé et dire, bon, voilà, j'ai un bel enfant qui me vient de Léon, qui m'a fait aussi sortir, enfin, redécouvrir l'amour, cet amour doit transcender pour pouvoir le faire sortir par la suite. Voilà. Le problème quand on lit son œuvre propre, c'est qu'on n'est pas objectif. On n'est jamais objectif. Je cherchais à décrire, non, à peindre un tableau qui me permette de me retrouver après dans un débat comme celui-ci. J'avoue que ce débat, ces échanges-là me montrent que j'ai peut-être un peu effleuré mon objectif, qui était de produire une œuvre humaine. Je ne voulais pas faire un travail descriptif, je ne voulais pas faire une enquête policière, je voulais produire une œuvre dans laquelle les gens se retrouvent et les gens sont bousculés par l'histoire. Moi, j'ai une petite sœur qui m'a dit qu'elle a pleuré après avoir lu l'œuvre. Je ne sais pas dans quelle partie de l'œuvre elle a pleuré, mais elle a dit que j'ai passé mon temps à pleurer, j'ai pleuré. Voilà. Et réussir à rendre, bon là je parle avec les mots que je ne mettrai pas dans le livre, hein. Je parle avec les mots des humains. Réussir à rendre une ordure sympathique, ça quand même c'est... Je suis surpris. Je pensais que tout le monde allait me parler d'Esmeralda, mais tout le monde... Mais justement, c'est ça. Réussir à rendre un parfait lâche sympathique, ça veut dire que... Vous savez, là je parle aux écrivains maintenant. Là je parle aux écrivains. Le premier travail d'un écrivain, parce que les personnages, ce sont des bouteilles vides. Le premier travail d'un écrivain, c'est de remplir, donner de la densité au personnage. C'est le travail le plus difficile. Si tu crées un personnage qui touche quelqu'un, ça veut dire que tu as pris du temps à travailler ce personnage. La plupart des jeunes écrivains commettent l'erreur de faire naître des personnages qui sont tous similaires, ils ont le même caractère, ils ont le même comportement, et ça s'identifie à l'auteur même. Et j'ai tellement mis du temps à travailler les personnages, à leur donner une histoire. Tu as vu que je me suis imposé d'aller créer leur histoire depuis la naissance, de leur donner une carte d'identité à chacun, de façon à ce que on soit certain que tel n'est pas l'autre, tel n'est pas machin, tel n'est pas tel, etc., etc. Donc quand j'ai fini de lire ça, j'ai un problème, c'est que j'ai horreur de me relire. Parce que quand je me relis, je me mets à réécrire en fait. Je trouve que là c'est pas bon, je repasse, là c'est pas bon, je repasse. Un écrivain, ça naît toujours comme ça. Et prenez le risque d'écrire. On a monté Symphonie Édition, on était en train de prendre le petit livre. Publier, c'est important. Publier parce que vous avez l'œil critique. J'ai été étonné de parcourir cet après-midi avec vous. Hein. Vous avez un œil critique. Vous savez déceler une œuvre. Vous savez voir les fautes qu'il y a, les biais qu'il y a dans l'œuvre. Vous savez sortir les personnages et tout ça. On n'a pas besoin de plus que ça. Écrivez,
c'est important. Commencez par de courtes nouvelles. Hein. Quand vous aurez vos 3 recueils de nouvelles, elle va dire, moi je sors maintenant mon roman que je cache depuis. L'autre va dire que moi aussi j'ai mon petit truc de poème là-bas et tout ça. Publiez. Le doute, c'est terrible. Le doute, c'est terrible. Mais il n'y a pas d'histoire qui ne mérite pas d'être vue.